On se rend compte que la plupart des États africains qui ont signé, ratifié, qui ont adopté des lois, traînent le pas lorsqu'il s'agit de pouvoir identifier les auteurs d'actes de torture, les poursuivre devant les instances judiciaires et les punir. Ça, c'est la première étape. Et deuxièmement, de pouvoir identifier les victimes, les réhabiliter et les indemniser. Donc, de manière quasi générale, il est difficile de trouver un État africain qui le fait de manière prompte. Comme le disait Maître Ferdinand, cela se fait à la tête du client par rapport à la capacité d'influence de la victime, ses capacités de mobiliser des moyens de défense et de pression nationale et internationale. C'est-à-dire que très souvent, quand les victimes sont des hommes politiques, des anciens dignitaires de l'État, et qu'ils ont réussi à arracher, grâce à leur mécanisme de pression ou à leur équipe de défense, un procès, que ce soit au niveau national ou international, il arrive qu'il soit dédommagé, qu'il soit indemnisé. Lorsque la victime est un citoyen lambda, une vendeuse de la rue, un militant d'un parti politique sans capacité de pression, un jeune de la rue, désœuvré, l'État n'a aucune considération pour cette personne. Il y a du deux poids, deux mesures. Il y a du deux poids, deux mesures, et cela indique une approche discriminatoire dans la recherche de la justice et de la compensation pour les victimes, qui est un élément fondamental de la Convention contre la torture même. Parce que finalement, la torture signifie qu'on vous discrimine en raison de quelque chose, en raison de vos idées. Parce que si on vous torture, ça veut dire qu'on estime que vous avez peut-être des idées qui n'arrangent pas. Vous appartenez peut-être à un groupe social qui est considéré comme minoritaire. Donc si même dans la recherche de la justice, pour vous, on regarde encore votre appartenance sociale, ça veut dire qu'on a un État foncièrement discriminatoire.